Merci beaucoup, Madame la professeure, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'Institut des droits comparés, les centres de recherche des droits internationaux privés de cette université et les CERPI, et notamment Mesdames les professeurs Léna Ganagé et Marie-Élodie Ancel et Monsieur le professeur Étienne Pateau, de leur invitation au séminaire. C'est un véritable honneur de participer aux traditionnelles conférences de la salle 102. Et encore une fois, ici même, ma thèse a été écrite, donc c'est évidemment un endroit où je suis très à l'aise. C'est bien connu, les droits des pays d'Amérique latine, c'est principalement inspiré des droits de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Ne vous inquiétez pas, et cette liste a été établie par ordre alphabétique et n'a pas pour but de hiérarchiser ses influences. Au cours des dernières décennies, et évidemment, les droits anglais et les droits américains ont également exercé une grande influence. Ces influences ont récemment été évoquées dans deux arrêts relatifs aux unions maritales de fait internationales. En effet, dans les arrêts Herrera de 2021 et Lamy de 2022, la Chambre civile de la Cour suprême de justice a rappelé que les codes civils colombiens, influencés par l'école française, a adopté la théorie des statuts aux articles 19 à 22. Je dois avouer que ces passages donnent l'impression d'être un argument d'autorité, anachronique et, comme nous le verrons, pas tout à fait positif. Avant d'analyser les arrêts, il est toutefois nécessaire d'expliquer la figure à laquelle il se réfère. L'union maritale de fait a été introduite en Colombie par la loi 54 de 1990, dans le but de réglementer la situation patrimoniale des couples qui, sans être mariés, ont constitué un patrimoine commun. Ainsi, selon la version originale de l'article 1er de la loi 54, l'union maritale de fait est celle formée par un homme et une femme qui, sans être mariés, forment une communauté de vie permanente et singulière. Les membres du couple sont appelés compagnons permanents ou compagnes permanentes. En ce qui concerne les patrimoines du couple, l'article 2 présume l'existence d'une société patrimoniale, comme on l'appelle, lorsque l'union a duré plus de 12 ans, et selon l'article 7, cette société patrimoniale est soumise aux règles du Code civil sur la société conjugale, l'équivalent au droit colombien de la communauté réduite aux acquêtes du droit français. L'introduction de l'union maritale des faits a posé des problèmes immédiats, qui n'ont pas été résolus par la loi 54. Par exemple, on s'est demandé si cette union créait un statut civil, si la loi était applicable au couple formé avant son entrée en vigueur, si la société patrimoniale disparaissait par le mariage de couple. Si les deux premiers débats ont été résolus avec une réponse positive, l'articulation de la société patrimoniale et de la société conjugale fait encore l'objet des débats. Dans un arrêt du 18 décembre 2024, la Cour suprême de justice a considéré que la société conjugale entre les défunts et la défendresse avait été dissoute de facto, après 2 ans de séparation, et a déclaré l'existence d'une société patrimoniale résultante d'une union maritale de fait entre les défunts et la demanderesse. Force est de constater que le besoin de réformer la loi ou de la clarifier s'est rapidement fait sentir et persiste. Toutefois, il convient de noter que la jurisprudence a rapproché la situation des couples en union maritale de fait de celle des couples mariés. Ainsi, par exemple, elle a reconnu les droits à une pension alimentaire en cas de rupture fautive, à une pension de réversion, au quart en propriété pour la compagne survivante, a réclamé une indemnisation en cas de décès du compagnon, entre autres. Cette nouvelle figure a également permis de faire évoluer les mariages. En effet, les couples de même sexe ont d'abord eu accès à l'union maritale de fait et quelques années plus tard au mariage. Les coïncidences se sont poursuivies. Plus récemment, le 13 février dernier, la loi 2447, connue sous le nom des lois d'interdiction du mariage des enfants, a restreint le mariage et l'union maritale de fait aux personnes âgées de plus de 18 ans. Les coïncidences sont également présentes dans le droit international privé. Le système juridique colombien ne comporte que peu de règles sur les relations de couple. En effet, le Code civil, à l'article 180,
ne s'intéresse qu'au régime de la séparation des biens pour les mariages célébrés à l'étranger. Et la loi 514 n'a pas établi des règles particulières en matière de compétences internationales ou de conflits de loi pour les unions maritales de fait. Il est nécessaire de préciser qu'au nom du droit de l'égalité, la règle de l'article 180 mentionnée a été limitée au mariage entre étrangers célébrés à l'étranger. Pour la Cour constitutionnelle, la loi colombienne ne peut pas distinguer entre les Colombiens qui célèbrent leur mariage en Colombie et ceux qui le font à l'étranger. Ainsi, comme les mariages, l'union maritale de fait serait soumise à la règle générale du statut personnel prévue à l'article 19 du Code civil. Selon cette disposition, la loi colombienne régit les modes d'acquisition et d'extension de l'état civil, les droits et obligations qui lui sont inhérents, et la capacité d'accomplir certains actes. Il paraît difficile que cette règle évolue dans un avenir proche, même s'il existe quelques signes. Ainsi, une opinion partiellement dissidente de la RELAMI a considéré que l'article 19 est plutôt une règle de conflit bilatéral et que la doctrine a considéré que cet article soumet l'état civil et la capacité des personnes à la loi de leur nationalité. En tout état de cause, les arrêts Herrera et Lamy, qui réaffirment la consécration à la fois de la théorie des statuts et du principe d'extraterritorialité de la loi colombienne, montrent que l'article 19 ne résout pas de manière satisfaisante les problèmes posés par les unions maritales de fait internationales. En effet, le premier arrêt a caractérisé l'existence d'une union maritale de fait et par conséquent de la société patrimoniale entre deux Colombiens domiciliés au Venezuela, malgré le fait que l'union se soit entièrement déroulée dans ces pays jusqu'au décès du compagnon. Ensuite, dans l'arrêt Lamy, la Cour a affirmé l'existence de l'union maritale entre une Colombienne et un Français. Mais, rapport migratoire en main, a nié l'existence de la société patrimoniale car les couples avaient passé moins de 2 ans sur les territoires colombiens pendant les plus 5 ans de relations. Ces arrêts illustrent une critique classique de la nationalité comme critère de rattachement du statut personnel, ce qui sera analysé dans la première partie. Ils démontrent également la nécessité d'adopter un critère de rattachement spécifique pour les unions maritales de fait, ce que je discuterai dans la deuxième partie. L'insuffisance du critère de rattachement. Dans la perspective d'une règle bilatérale de conflit des lois, l'article 19 du Code civil colombien soumettrait les statuts personnels à la loi de la nationalité. L'article lierait une catégorie juridique, le statut personnel, à un critère de rattachement, la nationalité, dans le but de désigner la loi applicable à la première. Ainsi, la capacité et l'acquisition, l'étendue et l'extension de l'état civil, y compris les relations familiales d'une Colombienne, seraient soumises à la loi colombienne, celle d'un Français à la loi française, etc. Les difficultés créées par cette interprétation sont perceptibles à première vue. En premier lieu, le champ d'application matériel de l'article 19, même avec les apports jurisprudentiels, est large et incertain. Large parce que, comme l'illustrent les arrêts examinés, il pourrait être invoqué pour toute relation pouvant être associée à l'état civil et à la capacité des personnes, et pourrait également couvrir les relations de nature patrimoniale, contractuelle ou extracontractuelle ou successorale. De plus, il est incertain pour 2 raisons. D'une part, l'article 19 contient des nuances dont la doctrine n'a pas pu élucider les sens, et d'autre part, il ne comporte aucune indication quant à son éventuelle articulation avec d'autres catégories. Ces lacunes ignorent l'intervention possible et légitime d'autres lois, notamment dans les relations où plusieurs personnes sont impliquées. En second lieu, la nationalité comme critère de rattachement n'est pas exempte de critiques. En effet, la nationalité est généralement opposée au domicile, mais aucun des deux ne semble s'imposer sur l'autre. Cependant, en ce qui concerne le couple, la difficulté évidente se pose lorsque ses membres ne sont pas ressortissants du même État. Parce que soit les cumuls des lois applicables aboutiraient au régime les plus restrictif, soit l'application de la loi du fort serait systématique, ce qui ne semble pas satisfaisant. À l'égard de la seconde conséquence, le professeur Navia Arroyo oppose à juste titre les principes d'égalité. À cet égard, la Cour suprême de justice a affirmé dans l'arrêt Herrera de 2021
que l'application de la loi personnelle aux ressortissants d'un pays est un principe dominant du droit international privé. Bien que dominant ne signifie pas unanime, ces principes impliquent que l'application de la loi nationale en matière de statut personnel est une solution prévisible pour tous les systèmes juridiques qui, comme le système colombien, adoptent ces critères. Il convient de noter que la Cour elle-même a fait référence à la doctrine de Bâle, qui soumet les statuts personnels à la loi du domicile, et au traité des droits civils international de 1889, qui exclut la nationalité au profit du domicile. Par ailleurs, d'autres instruments internationaux en vigueur en Colombie ont opté pour d'autres critères de rattachement, comme la Convention interaméricaine de 1984 et la Convention de La Haye de 1993 sur l'adoption internationale, ainsi que la Convention de New York de 1956 et la Convention interaméricaine de 1989 sur les aliments. D'autre part, il est important de souligner que, du point de vue de la méthode du droit international privé, l'effet d'associer les statuts personnels à la nationalité ne rend pas inutile la méthode conflictuelle, comme l'affirme la Cour suprême, mais au contraire, constitue son utilisation. Troisièmement, les statuts personnels, conçus au sens large par la Cour suprême et associés à la nationalité, peuvent poser des difficultés tant dans l'hypothèse des couples des Colombiens que dans celles des couples mixtes. En ce qui concerne les couples des Colombiens, la nationalité commune n'élimine pas toutes les difficultés, comme le suggère la Cour dans l'arrêt Herrera. En effet, lorsque la relation des couples se développe à l'étranger, l'État étranger pourrait, lui, attribuer une qualification spécifique et donc un régime juridique différent au nom de la territorialité de sa loi, comme l'a fait d'ailleurs la Cour dans l'arrêt Lamy de 2022. Les effets patrimoniaux du couple seraient donc soumis à des régimes incompatibles. Ainsi, dans les cas de l'arrêt Herrera, le régime du couple aurait pu être soumis aux règles du concubinage prévues par la loi vénézuélienne, territorialement applicable, dont ne découle ni état civil ni société patrimoniale, et à celle de l'union maritale des faits de la loi colombienne, personnellement applicable, qui reconnaît l'état civil et la société patrimoniale. Ainsi, dans le meilleur des cas, l'efficacité du jugement tranchant un litige serait subordonnée à l'application du régime patrimonial de la société en vigueur, du couple en vigueur dans l'état où se trouvent les biens, ce qui conduit à associer ces régimes au statut personnel, au statut réel. Dans le pire des cas, les couples devra plaider dans les deux pays sur la base du régime applicable du fort, ce qui revient à renoncer à l'administration d'une justice efficace et à pénaliser les justiciables au nom de la souveraineté en dupliquant leurs efforts et probablement les temps et les coûts y afférents. Pour les professeurs Michael Van Loon et Ruiz Abou-Nim, dans le cadre des objectifs du développement durable, ces conséquences doivent être activement découragées car elles constituent un obstacle à l'accès à la justice. Il est important de souligner que, dans le meilleur des cas, il y aurait un effet indésirable. En effet, l'égalité entre les différents types de couples poursuivis par l'ordre juridique colombien serait limitée à ses frontières. Or, ces résultats seraient la conséquence, d'une part, de la portée que la Cour suprême elle-même donne au statut personnel et, d'autre part, du droit de chaque État de légiférer souverainement sur les relations qui se nouent sur son territoire. Selon les arrêts Herrera et Lamy, la France, la Suisse et le Venezuela ne reconnaissent pas des effets aux unions de fait entre les personnes. Chaque État est libre de donner effet ou non à ce type de relation. L'État colombien n'a pas le droit d'imposer sa vision des couples aux États précités et ces derniers ne le peuvent non plus vis-à-vis de l'État colombien. Cette réflexion préfigure les difficultés de la deuxième hypothèse. En ce qui concerne les couples mixtes, c'est-à-dire ceux formés entre un Colombien et un étranger, le statut personnel tel qu'il est conçu par la Cour suprême de justice constitue une solution peu satisfaisante et injuste. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a établi dans l'arrêt Herrera que les effets économiques de l'union maritale des faits, même s'ils ne sont pas d'ordre public, relèvent de la notion d'obligation et des droits découlant des relations familiales, expression utilisée par l'article 19 du Code civil, et, par conséquent, font partie du statut personnel.
Le statut personnel est une qualification peu satisfaisante car, étant associée à la nationalité, elle conduit en principe à ce qu'un couple mixte soit soumis à plusieurs régimes. Au moins deux lois seraient applicables, la loi colombienne et la loi de la nationalité de l'étranger. À celle-ci pourraient s'ajouter les lois des États où les couples ont assez bien. Sans doute, un tribunal colombien surmonterait-il cette difficulté en invoquant la territorialité de la loi colombienne. Cependant, les mêmes arguments pourraient être invoqués par l'État de l'étranger et par les États du lieu de situation des biens, cantonnant l'efficacité de la décision colombienne au territoire colombien, avec les conséquences du pire des cas évoqués précédemment. De plus, il s'agit d'une solution injuste, tant pour l'étranger que pour les Colombiens. En ce qui concerne l'étranger, le fait de les soumettre à l'union maritale des faits semble contredire la logique de la Cour suprême de justice elle-même. Dans l'arrêt Torres contre Moreno de 2011, la demanderesse et requérante en cassation a fait valoir que, conformément au deuxième alinéa de l'article 180 du Code civil, les défendeurs étaient en séparation des biens, de sorte qu'il n'y avait pas d'obstacle à la formation de la société patrimoniale. Toutefois, le tribunal a nié l'existence de cette société car il existait une société conjugale résultant d'un mariage intérieur du défendeur avec une autre colombienne célébrée au Panama. À cet égard, le tribunal a affirmé qu'un mariage des Colombiens à l'étranger ne peut pas contourner les dispositions sur les solennités et ne peut pas non plus tenir pour voulu ce qui n'est pas exprimé. Bien que cette conclusion soit critiquable et ne puisse s'expliquer que par l'aversion de la Cour suprême pour l'application du droit étranger, ce qui intéresse ici, c'est son raisonnement. On ne peut pas déduire que les Colombiens souhaitent contracter un mariage en séparation des biens en célébrant leur union à l'étranger. Il est à noter que cette interprétation, éloignée de la lettre de l'article, a été imposée par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt C-395 de 2002. Puisque, au nom de l'égalité des mariages des Colombiens, le lieu de célébration est indifférent pour la formation de la société conjugale. Cependant, la Cour suprême semble vouloir déduire exactement le contraire lorsqu'il s'agit d'affirmer l'existence d'une société patrimoniale résultante d'une union maritale de fait entre une femme colombienne et un étranger, comme l'illustre l'arrêt Lamy. En d'autres termes, il s'agit de soumettre l'étranger à un régime patrimonial de couple sans son consentement. Il s'agit également d'une solution injuste du point de vue du citoyen colombien. Comme on l'a vu plus haut, le régime de l'union maritale des faits est une exception colombienne et la plupart des États ne reconnaissent que quelques effets aux relations de fait. Face à des régimes de couple de faits disparates, les Colombiens pourraient supporter injustement et exclusivement des effets économiques négatifs. Il convient d'illustrer ceci par un exemple. Supposons un couple composé d'une Colombienne et d'un étranger, ressortissant d'un pays où les relations de fait ne produisent aucun effet patrimonial. Chacun des partenaires ne possède des biens à son nom que dans son pays d'origine, tout acquis pendant l'union. La Colombienne décide d'agir en justice pour faire déclarer l'existence de l'union maritale de fait et de la société patrimoniale. Dans l'état actuel du droit colombien, les tribunaux colombiens feront droit à ces demandes, mais statueraient seulement par rapport aux biens en Colombie. La Colombienne devra alors partager la moitié de ses biens avec l'étranger. Théoriquement, il faudrait alors que la Colombienne assigne dans les pays étrangers où son compagnon s'opposera probablement avec succès au partage de ses biens. Enfin, en ce qui concerne les couples d'étrangers en Colombie, auxquels le tribunal suprême ne manquerait pas d'appliquer la loi 54 de 1990 sur la base de la territorialité, il convient tout d'abord de prolonger les commentaires relatifs à la contradiction logique résultant dans l'arrêt Torres contre Moreno signalé ci-dessus. On peut également se demander si la Cour ne devra pas être plus subtile. Elle seule pourra déterminer si, en plus de compter les jours passés par les couples sur le territoire colombien, il est nécessaire de prendre en compte les moments où les couples acquièrent les biens et les lieux où se trouvent les biens au moment de son acquisition. En d'autres termes, si les couples effectuent des séjours discontinus en Colombie et dans d'autres pays, faut-il prendre en compte le moment de l'acquisition et le régime matrimonial ou marital de la loi du lieu d'acquisition des biens? Les difficultés décrites ci-dessus exigent sans aucun doute que l'ordre juridique colombien établisse
un traitement diversifié des matières qui composent les statuts personnels, ce qui est probable dans l'état actuel du droit colombien. Cependant, dans les cas des unions maritales des faits, il est indispensable d'établir un critère de rattachement spécifique. Passons maintenant à la deuxième partie. La nécessité d'un critère de rattachement spécifique. La soumission du statut personnel à la nationalité en général n'est pas en soi un inconvénient. Cependant, le facteur de rattachement est insuffisant, en particulier pour les relations internationales mixtes. Les auteurs de la théorie des statuts se sont rapidement rendus compte des limites de la distinction réelle personnelle pour les couples. C'est précisément l'une des difficultés que Charles Dumoulin a cherché à surmonter dans son célèbre Concilium 53 sur les époux déganés. Les caractéristiques de ces unions posent des défis aux critères des rattachements traditionnels, à savoir la nationalité et les domiciles, qui auraient chacun leurs avantages et leurs inconvénients. En ce qui concerne la nationalité, la doctrine française considère, d'un point de vue théorique, que ce critère est justifié car l'État et par la suite les peuples souverains a le droit d'exiger, comme il a le devoir de garantir, l'application de la loi à tous ceux pour qui et au nom de qui elle a été faite, au moins dans les domaines où elle contribue à établir ce qui les identifie. D'un point de vue pratique, la loi nationale correspond à la culture de ses ressortissants. Il est plus stable, plus facile à déterminer que le domicile. Cependant, la nationalité n'est d'aucune utilité dans les cas des couples mixtes. En effet, dans ces cas, les conflits de loi persistent, puisqu'il y en a au moins deux. De plus, lorsqu'il s'agit de déclarer une union maritale des faits, il risque d'y avoir deux visions diamétralement opposées quant aux effets que produisent ces unions de faits. La colombienne qui les reconnaît en les assimilant même à ceux du mariage, et l'étrangère qui les nie ou qui ne reconnaît que certains effets. Dans les cas de couples dont la nationalité est commune, elle peut se prêter à l'attribution d'un état civil post-mortem à une personne qui ne s'est jamais considérée soumise au régime de l'union maritale des faits, comme l'illustre l'arrêt Herrera de 2021. Dans ces cas, la cohabitation n'avait eu lieu qu'au Venezuela, où le défunt est décédé et dont l'ordre juridique ne reconnaît aucun effet personnel ou patrimonial aux unions de fait. Même si les défunts n'avaient que la nationalité colombienne, rien ne semble justifier que ces relations familiales soient soumises ex post, c'est-à-dire une fois qu'elles ont disparu, à une loi différente de celle qu'il aurait dû respecter de son vivant en vertu de son domicile. Concernant ces critères, la doctrine attribue au domicile les inconvénients corrélatifs aux avantages de la nationalité, déracinement, instabilité et difficultés de détermination. Toutefois, en ce qui concerne les couples, ces critères désigneraient d'emblée un ordre juridique unique. En ce qui concerne les unions maritales de fait, le domicile est parfaitement adapté à l'exigence de communauté de vie requise par l'article 1er de la loi 54 de 1990 pour l'existence de ce type d'union. L'absence de toute mention du domicile dans cette loi pourrait être surmontée par analogie avec les règles relatives au mariage. À cet effet, la proposition de Mme Garcia Matamoros concernant les effets personnels du mariage serait utile. Pour ces professeurs, en l'absence d'une règle spécifique du conflit des lois, ces effets devraient être soumis à la loi du domicile commun sur la base des articles 177 et 179 du Code civil colombien, qui établissent respectivement la direction conjointe du foyer et la détermination consensuelle du domicile conjugal. Sans aucun doute, il pourrait y avoir des unions qui se développent simultanément dans plusieurs États, comme cela semble être produit dans l'arrêt Lamy de 2022, mais il n'y a aucune raison de penser que cette situation sera fréquente. En tout état de cause, l'arrêt Lamy invite à clarifier davantage les critères de rattachement. Il est intéressant de noter que le droit international privé français peut servir de source d'inspiration. Avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 et récemment du règlement européen 2016-1103, les droits français soumettaient ces régimes à la loi choisie par les époux et, à défaut de choix, à la loi de l'État dans lequel le couple a établi son premier domicile matrimonial. Concentrons-nous sur les règles en l'absence de choix. La liberté de choix reste incertaine dans le droit international privé colombien. Pour la doctrine française, ces critères de rattachement résultaient de la recherche de la volonté présumée des époux.
puisque les domiciles matrimoniaux seraient les lieux où les parties auraient fixé les sièges de leurs intérêts économiques. Il était alors présumé qu'elles avaient souhaité soumettre leurs relations patrimoniales à la loi de l'État où elles se développaient. De plus, la référence aux premières s'explique par le fait que c'est celui auquel les époux ont pensé au moment de leur mariage. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quel domicile, mais du premier domicile stable du couple. La stabilité a été appréciée en fonction de sa durée. Il serait souhaitable d'adopter cette règle de conflit de la loi française, ancienne mais toujours valable, pour les unions maritales de fait. En effet, la loi du premier domicile du couple serait plus facile à connaître que la loi de la nationalité de chacun des partenaires, ce qui éviterait la déclaration a posteriori d'un régime inattendu, voire non souhaité, et protégerait mieux les tiers qui entrent en contact avec les couples. En outre, elle permettrait de surmonter la difficulté résultant de la disparité des régimes concernant les effets des unions maritales de fait. Enfin, elle dépouillerait l'application des régimes similaires à celui de la loi 54 de 1990 d'un nationalisme inapproprié. Dans l'affaire Lamy, l'application de cette règle aurait conduit à un résultat similaire à celui qui a été obtenu, mais aurait épargné à la Cour suprême des considérations longues, non pertinentes et confuses. Elle aurait pu refuser l'union maritale des faits et la société patrimoniale qui en découle, car l'union du couple était soumise à la loi française, l'État où les couples avaient établi son premier domicile. En effet, la relation entre la demanderesse et les défunts a débuté à Paris en 2001, où M. Lamy et la demanderesse, Mme Ramirez, avaient leur domicile. Il convient de noter que c'est la Cour d'appel de Paris qui a prononcé le divorce de Mme Ramirez et son premier époux, et que sa décision n'a pas reçu l'exéquatur en Colombie. Un élément qui aurait été suffisant pour empêcher la formation de la société patrimoniale, comme le souligne une opinion partiellement dissidente. Enfin, ces critères de rattachement spécifiques à l'union maritale des faits seraient compatibles avec l'affirmation de la théorie des statuts et avec l'esprit de l'article 19 du Code civil colombien. En effet, Charles Dumoulin, cité par la Cour dans l'arrêt Herrera, a été le premier auteur à suggérer de se référer à la volonté présumée des époux pour identifier la loi à laquelle le régime matrimonial serait soumis. Elle serait également compatible avec l'idée qui a inspiré Bayot, selon laquelle les actes accomplis sur un autre territoire et sous l'empire des autres lois doivent être qualifiés de légaux ou d'illégaux selon celle-ci. Nos droits et les plus précieux disparaîtraient ou n'auraient qu'une existence précaire dès lors qu'ils cesseraient d'être sous la tutelle des institutions civiles à l'ombre desquelles ils ont été créés. Doctrine, auteur, que la Cour suprême respecte tant. Je regrette que la Cour suprême de justice continue d'affirmer imprudemment que le droit international privé colombien est fondé sur la théorie française des statuts. Il paraît surprenant que la Cour invoque avec tant d'admiration et se donne tant de mal pour perpétuer un ensemble de solutions générales et anciennes qui ne constituent pas un système complet et cohérent et qui ne répondent pas de manière satisfaisante aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Les résultats malheureux de l'application du statut personnel aux unions maritales de fait exigent, à tout le moins, un affinement de la catégorie. En particulier, en ce qui concerne ces unions, ils exigent l'adoption d'un critère de rattachement spécifique. Ainsi, une nouvelle règle de conflit des lois pourrait soumettre ces unions à la loi de l'État où est établi les premiers domiciles du couple. Certes, cette nouvelle règle constituerait une nouvelle manifestation de l'influence française, mais ce n'est pas l'origine, sinon l'adéquation des règles aux situations qu'elles sont censées régir qui doit être discutée. Après, ça peut nous faire plaisir quand même. Merci.